J'ai le plaisir d'accueillir Éric Sadin. Bonsoir. Bonsoir. Éric Sadin, vous êtes philosophe, écrivain, essayiste. Vous publiez un livre passionnant dont le titre « La vie algorithmique critique de la raison numérique » pourrait faire peur peut-être et détourner les lecteurs. Ils auraient tort parce que c'est un livre à la fois très documenté mais aussi facile à lire. C'est publié aux éditions L'Échappée. Alors certains vous considèrent comme l'un des rares intellectuels français à penser le changement de civilisation que nous prépare la numérisation du monde. Vous avez écrit une douzaine de livres déjà, j'en cite quelques-uns au titre évocateur. Surveillance globale, les 4 couleurs de l'apocalypse, la société de l'anticipation ou encore plus récemment l'humanité augmentée. Et puis donc le dernier en date, cette vie algorithmique. Vous nous annoncez en fait un monde à l'ère du big data numérique, un monde inquiétant, il faut le dire, déshumanisé. Et on a l'impression à vous lire que c'est encore pire que le Big Brother de George Orwell dans 1984. Oui, parce que si on relit 1984 d'Orwell, il y avait le télécran, il y avait des trous, les personnages pouvaient échapper à la visibilité. C'était une surveillance en fait permanente. Voilà, mais il y avait des trous. Ouais. Or aujourd'hui, que vivons-nous? Quelle période nous vivons? Nous vivons après la numérisation expansive de nos sociétés depuis une trentaine d'années, qui a vu la numérisation successive de l'écrit, du son, de l'image. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de nos gestes qui témoignent, c'est-à-dire de l'infiltration de plus en plus expansive dans nos environnements quotidiens d'objets connectés. C'est le grand moment des objets connectés que nous vivons actuellement et qui va entraîner un témoignage de plus en plus étendu de nos gestes individuels et collectifs. Alors pas cette connaissance-là ne va pas être détenue par une seule figure omnipotente. Comme dans George Orwell, Big Brother, mais par quantité d'entreprises qui font de cette connaissance de nos comportements l'occasion d'une marchandisation de plus en plus étendue de nos vies et également ce que je nomme une organisation algorithmique et impersonnelle de nos existences, qui est notamment le cas dans le champ du travail où toute une série d'ordres s'imposent aux individus sans qu'on sache exactement au nom de quoi cela se fait et selon quels critères et quelle est l'origine de cela. Justement, pourquoi cette technologie numérique qui est à l'œuvre, est celle d'aujourd'hui et celle d'un futur proche? Parce que votre livre, on sent que si ce n'est pas déjà l'actualité d'aujourd'hui, c'est possible très rapidement. Pourquoi donc cette technologie numérique, elle serait plus dangereuse que les technologies qui ont précédé? En tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui avec le numérique, c'est ce qu'on nomme l'économie de la donnée. Car le numérique aujourd'hui est poussé, est fortement poussé, sa courbe, sa constitution, par les puissances économiques. Et actuellement, nous entrons dans ce qui est nommé l'économie de la donnée, c'est-à-dire toutes les données que nous ne cessons de disséminer, qui sont exploitées. Et je le redis, cela va être encore plus important et va s'amplifier par l'économie des objets connectés, c'est indissociable, et par aussi, si on fait un peu de prospective de 2016, l'importance de l'intelligence artificielle, qui ne cesse de se sophistiquer, c'est-à-dire des systèmes qui sont capables d'interpréter des situations en temps réel et de nous suggérer quantité de choses ou de nous dicter des ordres, comme dans le cas du travail. Or, ce que je voudrais dire ici dans TV5, à TV5 ce soir, 3 janvier, c'est que j'ai été très choqué pour ma part par dans la liste des Légions d'honneur du 1er janvier, que tous les 6 mois, que le président de WeThings, qui était un fabricant d'objets connectés français, et le responsable de la compagnie Sigfox, qui travaille sur les réseaux l'architecture des réseaux connectés, des objets connectés, et bien que ces personnes ont été promues à la chevalier de la Légion d'honneur, alors que, selon moi, c'est une honte dans la République, car il y a un aveuglement sur les incidences civilisationnelles. C'est-à-dire qu'au nom de l'économie des sacro-saints points de croissance et de l'emploi, eh bien, on suppose que cette économie de la donnée est une économie inéluctable de nos sociétés, sans saisir le modèle civilisationnel qui est celui d'une marchandisation intégrale de la vie et d'une organisation algorithmique de nos existences. Moi, en tant que citoyen et auteur, je dis que cela est un scandale dans la République. Donc vous dites que le pouvoir économique que vous venez d'évoquer et aussi le pouvoir politique, d'une certaine manière, sont complices de cet envahissement numérique? Évidemment. Et de cette prise de contrôle par le numérique? Évidemment, car il y a aujourd'hui une collusion du pouvoir politique à ce que je nomme le technopouvoir, c'est-à-dire la puissance industrielle, qui a le droit de faire ce qu'elle souhaite, tant que c'est dans le cadre du droit. C'est pas toujours dans le cadre du droit, d'ailleurs, la façon dont les pratiques se développent du côté du technopouvoir. Parce que c'est pas dans le cadre du droit, parce que le droit n'existe pas, ou c'est que parce le droit que est mal fait? les droits est lacunaire, parce qu'il y a toujours des trous, parce qu'il y a toujours des vides juridiques, et on voit bien comment les grandes compagnies du traitement de données en profitent, et puis
imposent leurs propres lois. Or, le pouvoir politique n'impose pas des contre-pouvoirs. Par exemple, je pense en France, à ce qui est nommé le Conseil national du numérique. Alors, j'allais y venir. Oui. On va y revenir Oui, au Conseil national du numérique. Oui. Mais d'abord, un mot sur ce qu'on appelle les GAFA. C'est donc Google, Amazon, Facebook, Apple. Vous parlez d'un totalitarisme soft. Un soft totalitarisme numérique. D'un soft totalitarisme. Oui, on en est là. Ce que je nomme un soft totalitarisme numérique, c'est que les GAFA aujourd'hui, et quantité d'autres compagnies Oui, c'est les cas plus connus, les cas plus gros. Voilà, de l'Internet et du traitement des données, aujourd'hui ne se contentent plus seulement de vendre des produits ou des services, mais organisent ce que je nomme un assistanat algorithmique de la vie. C'est-à-dire de plus en plus de nous accompagner le long de nos existences. Le projet de prototype de la Google Car est emblématique de cela. La Google Car, qui est un système de voitures sans pilote. Et vous n'y voyez que des désavantages, parce que c'est pour le meilleur et pour le pire. Alors, moi, l'équation avantage-inconvénient, elle ne m'intéresse plus. Ce sur quoi je souhaite focaliser mon attention, c'est ce que je nomme le majoritairement structurant. Or, le majoritairement structurant aujourd'hui, c'est l'organisation algorithmique de la vie, et le monde technico-économique souhaite, ambitionne, c'est le modèle qui est à l'œuvre actuellement, ne plus nous lâcher dans nos existences, nous coller en continu. C'était le cas, par exemple, du prototype des Google Glass, qui pour l'instant est mise de côté, mais qui va revenir. C'est-à-dire non seulement de ces lunettes dans lesquelles on a accès à Internet, mais qui en même temps nous informent en permanence, nous suit en permanence. Nous suggère, adossé à nos profils individualisés. C'est pareil avec les Google Car. C'est pareil avec les objets connectés, car comme je dis souvent, une balance connectée, ce n'est pas seulement envoyer des informations relativement à son poids, c'est recevoir des suggestions individualisées, des compléments, des propositions de compléments alimentaires ou des séjours à la montagne selon les profils. Donc il y a quelque chose qui émane du monde numérico-industriel qui souhaite ne pas lâcher les individus, c'est un nouveau stade du capitalisme, c'est-à-dire une sorte de capitalisme intégral. Or ce seuil-là que nous vivons actuellement, il s'opère avec une vitesse extrêmement rapide. Oui, ça vous le dites, c'est un phénomène, le phénomène de numérisation de notre société. Les progrès de la technique s'accélèrent. Vous parlez d'une dimension exponentielle qui est pratiquement, à vous lire, hors de contrôle. Voilà, c'est-à-dire que comment en démocratie faire en sorte que les phénomènes qui se développent puissent faire l'objet de réflexion, de concertation, de délibération, d'opposition aussi. Or, je remarque aujourd'hui que la distance historique, pas toujours ténue, mais qui existait entre le monde politique et le monde économique, aujourd'hui, cette distance... Il a toujours été très proche. Elle a toujours été très proche. Mais aujourd'hui, il y a une soumission. Je pense, nous en parlions tout à l'heure, au Conseil national du numérique, qui est un organe Donc, qui est censé éclairer, en fait, les élus et le gouvernement. C'est ça, qui est un organe de consultation et de préconisation, consultatif et de préconisation. Or, moi, j'ai pu la liste est publique, des membres, je l'ai consulté récemment. 2/3, donc 19 sur 30 membres, sont des responsables de compagnies de l'Internet ou du traitement des données. Je n'ai rien contre cela. Sauf que quand ces mêmes personnes participent, sont adhérents à un organe de préconisation de la République et même suggèrent des lois, Axel Lemaire, c'est le cas de la loi pour le numérique qui va être bientôt votée, là il y a ce qu'on nomme tout simplement un conflit d'intérêts qui me choque et contre lequel j'ai décidé à ma modeste mesure de dénoncer comme il se doit. On pourrait comprendre que la numérisation d'une société ou d'une économie soit dangereuse, en particulier dans un régime totalitaire, mais vous dites même en démocratie, nos libertés sont menacées et la démocratie elle-même est menacée. Absolument. Elle est menacée car je pense que nous restons prisonniers d'une représentation de la surveillance, du suivi, de la connaissance des personnes qui opposerait les citoyens et les États. C'est cette représentation qui a été emblématique lors de la loi sur le renseignement au printemps dernier. Beaucoup de gens se sont indignés, se sont opposés à cela. Mais lorsque c'est le régime privé, on n'arrive pas à voir que les logiques sont encore plus massives de connaissance des comportements, de suivi, d'organisation de nos vies. C'est exactement le cas dans le travail par des compagnies privées. Et cela ne fait pas l'objet d'inquiétude de la part des citoyens ou même d'opposition. Or, ce devrait être le cas. Comment, Éric Sadin, on peut contenir la puissance du technopouvoir? Comment on peut simplement
entrer en résistance, parce que c'est presque à cela que vous appelez. Oui, oui. Eh bien, je pense que déjà, il faut avoir conscience de l'ampleur des phénomènes, ce que j'essaye de faire à ma modeste mesure. Et puis, il est possible aujourd'hui, puisque nous sommes des citoyens consommateurs, eh bien, de mettre en crise ce modèle industriel et civilisationnel. Je le répète, qui est induit par l'extension des objets connectés. C'est la décennie qui vient, à ce moment-là. Donc ça veut dire quoi, par exemple, il ne faudrait pas, tout simplement ne pas acheter ces objets ? Je pense qu'il faut, comme ce qui s'est passé avec les Google Glass, c'est-à-dire Google a reculé pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, eh bien, il faudrait que les citoyens comprennent, que nous comprenions, individuellement et collectivement, que l'infiltration de puces, de capteurs dans toutes les surfaces de nos surfaces domestiques, collectives et dans le cadre du travail, eh bien, c'est un modèle civilisationnel, un modèle de société qui ne nous convient pas, qui ne correspond pas aux exigences démocratiques fondamentales. On peut le mettre en crise tout simplement en refusant l'acte d'achat. Maintenant, il y a des tétines connectées pour les enfants, des balances connectées, des bikinis connectés, la grande affaire, les bikinis connectés. Tout sera connecté bientôt. Tout ce qui va pouvoir, dans les 10 années à venir, être connecté va l'être. Et c'est aux personnes qui participent de ce mouvement civilisationnel que, pour ma part, je réprouve, à qui on donne la Légion d'honneur. Eh bien, c'est une honte. C'est une honte, car il y a un aveuglement, selon moi, du pouvoir politique, et cet aveuglement ne devrait pas toucher les citoyens. L'heure, à mon sens, est à la responsabilité. Peut-être que c'est un vœu que nous pouvons avoir, en tout cas que j'ai pour 2016, c'est-à-dire en appeler à la responsabilité des citoyens, à se rendre compte que les technologies ne sont pas des gadgets. Ce sont des instruments qui, de plus en plus, concourent à gouverner nos existences individuelles et collectives. On en restera sur ce vœu pour 2016. Éric Sadin, je rappelle le titre de votre livre, La vie algorithmique critique de la raison numérique, aux éditions L'Échappée, pour mieux comprendre le monde dans lequel nous entrons et, d'après vous, à grande vitesse. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous.